vous êtes d'accord, d'ajouter un point supplémentaire à l'ordre du jour. Il s'agit de la subvention, d'une subvention demandée par le collège pour un voyage à Barcelone. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on l'ajoute à l'ordre du jour? Bon, qui est contre? Qui s'abstient? Bon, donc ce sera ajouté à l'ordre du jour en temps de conseil. Merci beaucoup. Donc, dans un premier temps, nous pouvons nommer le secrétaire de séance, ce sera Antoine, qui est contre, qui s'abstient. Merci beaucoup, Antoine. Hélène Courbolène. Marie-France Lefort. Présent. Daniel Guéran. Présent. Marie-Dominique Bagous. Jean-Paul Blé. Marielle Veuillet. Johan Michelozzi. Présent. Béatrice Bonfort-Cavassa. Guillaume Volant. Présent. Dominique Chen. Présent. Gaël Barthélemy-Lassagne. Procuration à Françoise Caillol. Michel Liotto. Présent. Françoise Comohoc. Présent. Joël Albanese. Nicole Ferrelou. Présent. Michel Giraud. Sonia Marcelli. Alban Zakaria. Procuration à Dominique Chen. Audrey Bonnet. Présente. Philippe Audier. Présent. Françoise Caillol. Présent. Fatma Touel-Clémente. Présent. Emmanuel Avant. Jean-François Dubu. Présent. Agnès Pellens. Présent. Marc Lévy. Présent. Nathalie Arnaud. Présent. Christophe Neuville. Présent. Donc d'abord, nous allons approuver le compte-rendu du conseil municipal du 29 juin 2015. Il est joint à votre dossier. Y a-t-il des remarques? Bonsoir. Bonsoir. Globalement, il est fidèle à nos échanges. Il y a plutôt du contenu sur les échanges qu'on a pu avoir, donc on est favorable. Il y avait une remarque sur un des points qui concernait le CLET, là, les transferts de charges. Il y avait eu des échanges, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur la finalité et le sens de ces transferts. Pourquoi une commune souhaite le garder? Pourquoi un équipement comme le stade Maurice David, on souhaite le transférer à la CPA? On a même parlé du stade Vélodrome, etc. Ça serait bien que ces quelques phrases, il doit y avoir 3-4 lignes, soient ajoutées dans ces échanges-là, et ça sera fidèle, et on sera favorable au compte-rendu parce que ça sera fidèle à nos échanges. Donc Je pense que ça peut l'être. Mais... ouais. vous voyez un peu, vous voyez, il y avait 3-4 lignes sur le sens un peu de ces transferts, pourquoi parfois ça va dans un sens, pourquoi dans l'autre, et ce que ça peut amener vis-à-vis de la CPA ou vis-à-vis des communes. Voilà, merci. Bien. Donc nous pouvons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Deux abstentions. Information du conseil municipal. Voilà. Compte rendu des décisions prises en vertu de la délégation du conseil municipal du 16 avril 2014. Donc, conformément aux dispositions du Code des collectivités territoriales, j'ai l'honneur de vous rendre compte des décisions prises par délégation. Alors, numéro 71, désignation de maître Olivier Burtès-Doucet pour défendre la commune dans le contentieux engagé par M. Sébastien Agostini devant le tribunal administratif de Marseille, demandant d'annuler le permis de construire, dont vous avez le numéro, du 2-10-1914 et par voie de conséquence l'arrêté qui le lie. Voilà. C'est en 2014. Numéro 72. Désignation de maître Olivier Burtès-Doucet pour défendre la commune dans le contentieux engagé par M. et Mme Jacques Agostini devant le tribunal administratif de Marseille il demande la même annulation. Numéro 73, encaissement de la somme de 1189,53 € versée par l'assurance SMAC au titre d'indemnisation suite à la dégradation du mobilier urbain au hameau des Bonnous, survenu le 7-10-2014. Numéro 74, versement de la somme de 1440 € représentant le montant des frais honoraires dus à maître Olivier Burtès-Doucet, désigné pour défendre la commune
dans l'affaire référencée commune de Fuveau contre la SCA Château-Larc devant la Cour administrative d'appel de Marseille. Numéro 75, versement de la même somme, 1 440 €, représentant les montants des frais honoraires dus à Maître Olivier Burthez-Doucet, désigné pour défendre la commune dans l'affaire référencée commune de Fuveau contre SCA Château-Larc. C'est un autre dossier devant la Cour administrative d'appel de Marseille. Voilà. Numéro 76, versement de la somme de 1 440 €, représentant le montant des frais et honoraires dus à Maître Olivier Burthez-Doucet pour défendre la commune dans l'affaire référencée commune de Fuveau contre la SCA Château-Larc. Dossier numéro 14 MEA 04 512 devant la Cour administrative d'appel de Marseille. 77. Signature d'un contrat de location à usage de garage situé rue de la Providence avec M. Xavier Petit et Mme Claire Pin pour une durée de 6 ans à compter du 1er juillet 2015 pour un loyer mensuel de 87,67 €. Numéro 78. Signature d'un contrat avec Total Énergie Gaz pour la fourniture de gaz naturel à l'école Arthur Rimbaud pour un abonnement de 72,27 € hors taxe par mois. Prix de la consommation de 35,94 €. Contribution tarifaire d'acheminement de 3,03 € hors taxe par mois et complément de charge de stockage 4,68 €. Et ceci à partir du 15/7/2015 jusqu'au 1er/5/2017. La même chose, numéro 79, mais pour la fourniture de gaz naturel au multi-accueil Lake Bataillon pour un abonnement annuel de 66,24 € hors taxe et un prix de consommation de 65 € hors taxe pour mégawattheure. À compter du 1er/7/2015 pour une durée d'1 an, renouvelable par reconduction express par période de 1 an. Numéro 80, désignation de l'entreprise Action pour les travaux de restauration. Aximum, oui. Excusez-moi. C'est la soirée. Pour les travaux de restauration et confortement d'un pont enjambant le ruisseau d'Ijat de Bassas pour un montant global de 75 662,50 € hors taxe. 81 encaissement de la somme de 4 434 € versés par l'assurance Olivier Assurance au titre d'indemnisation suite à la dégradation de biens publics lors de l'incendie d'un véhicule chemin des Vertus survenu le 26/4/2014. 82. Signature d'une convention avec la société CTR pour une mission d'audit et de conseil en ingénierie fiscale, taxe locale de publicité extérieure. La rémunération, plafonnée à 15 000 € hors taxe versée à la société CTR, sera établie sur un taux de rémunération de 35% sur les recettes supplémentaires générées au profit de la commune. Numéro 83. Signature d'une convention avec la société Ecofinance Collectivité pour la réalisation d'un diagnostic de la fiscalité directe, locaux affectés à l'habitation et aux activités économiques, et d'un diagnostic de la fiscalité indirecte pour un montant forfaitaire de 10 000 € hors taxe. Numéro 84, désignation d'un bureau d'études QCS Service pour une mission d'assistance à la réalisation de l'agenda d'accessibilité programmée, ainsi que des diagnostics sur l'accessibilité des sites sur la commune pour un montant de 6 600 €. Alors, des numéros 85 à 95, vous avez la liste des associations avec lesquelles ont été signées des conventions. Vous avez les dates, les montants, et ceci soit pour des nappes, soit pour le temps périscolaire. C'est dans la dernière colonne. Vous les avez sous les yeux, c'est peut-être pas la peine que je les lise tous. Voilà. Numéro 96, désignation de la société Lumiplan Ville pour la fourniture et la pose de 5 panneaux lumineux sur la commune pour un montant global de 59 245 €. Acquisition, installation et maintenance. Numéro 97 à 104, c'est la même chose. C'est des conventions avec des associations qui effectivement interviennent dans les écoles en périscolaire ou en nappe. Vous en avez derrière. Numéro 105.
Signature d'un marché public adapté de maîtrise d'œuvre avec le bureau d'études AT Paysage mandataire, conjointement et solidairement avec le bureau d'études SAFEJ, pour la requalification des boulevards Célestin Barthélemy et Émile Loubet et du cours Victor Leydé pour un montant de 45 000 € hors taxes, 3% à peu près du coût total estimé des travaux, dont 17 775 € pour le bureau d'études AT Paysage. Numéro 106, signature d'un marché public adapté de maîtrise d'œuvre avec le bureau d'études SAFEJ, conjointement et solidairement avec le bureau d'études AT Paysage, pour la requalification des boulevards Célestin Barthélemy et Émile Loubet du cours Victor Leydé pour un montant de 45 000 €. Mais c'est la même chose, non? Pour le bureau d'études, il y a deux morceaux. Voilà. Un à 39,5% et l'autre à 60,5%. Et toujours pour le bureau d'études de SAFEJ. Numéro 107. Signature d'un marché public adapté de maîtrise d'œuvre avec M. Phil Van Bong, architecte DPLG, conjointement et solidairement avec le bureau d'études de SAFEJ pour la création d'un parking souterrain aérien au lieu dit jeu de boules pour un montant de 196 000 €, 7% du coût total estimé des travaux. Donc 110 250 € hors taxe pour M. Fing Fan. Voilà. Numéro 108, signature d'un marché public adapté maintenant, donc avec le bureau d'études SAFEJ, puisque ce bureau d'études est sur les deux projets. Conjointement et solidairement avec M. Fing Fan Fong, architecte DPLG pour la création d'un parking souterrain aérien au lieu du jeu de boules pour un montant de 196 000 € hors taxe, donc 85 750 pour le bureau d'études SAFEJ. Numéro 109, signature d'un marché public adapté avec l'entreprise API Méditerranée pour la réalisation d'un espace VTT, jeux pour enfants, pétanque et pique-nique à la Forêt des Planes pour un montant de 113 380 € hors taxe, 80 560 € c'est pour l'option de base et 32 816 c'est une option supplémentaire pour un bloc d'escalade. Et enfin, numéro 110 et 111, ce sont encore des conventions avec les associations dans le cadre des NAP et du temps périscolaire dans les écoles de FU. Il y en a beaucoup. Voilà, y a-t-il des questions? On aimerait avoir quelques éclaircissements sur un certain nombre de points. La numéro 71 et 72, vous pourriez nous éclairer sur cette affaire? C'est un permis de construire, Daniel vous en donnera plus de détails, qui a été donné. C'est, je ne sais pas, vous savez où habite M. Agostini? Non, vous ne savez pas. Sur la route de Belfort. Vous le savez. En montant vers la chapelle, sur la route de Belfodène, juste à la Patte-d'Oie. Un permis de construire a été donné sur un terrain qui jouxte leur propriété et ils attaquent ce permis de construire. Voilà. Alors ils attaquent, le fils attaque Sébastien et les parents attaquent monsieur. Alors, ils considèrent que le permis n'est pas conforme ou... Daniel va vous répondre, non, ça leur gêne leur vue. Voilà, c'est un problème de voisinage, hein, puisque la parcelle est vraiment contre et apparemment il y aurait une maison ou deux qui seraient vraiment devant leur maison. Voilà. Donc c'est pour cette raison qu'au titre de garder le paysage qu'ils ont aujourd'hui, ils attaquent le dossier. Voilà. Après, on ne sait pas ce que ça va donner. Le permis il est conforme aux règles d'urbanisme, etc. On n'a pas l'habitude de signer des choses. A priori, on considère qu'on va les gagner, ces procédures. Après, là, il y a l'impact visuel. Est-ce que ça, on n'en sait rien? Voilà, on verra ce que ça donnera en première instance. Ok, merci. Sur les points 74, 75, 76, on investit encore 5 000 €. On pourrait avoir quelques informations sur l'avancée de ces trois affaires? Il y a donc plusieurs contentieux indemnitaires, parce qu'ils ont fait un premier contentieux, hein, il y a un premier contentieux, donc est allé, etc., jusqu'à un Conseil d'État, et puis il y en a un second qui maintenant arrive, voilà.
Donc il s'agit là, un des deux appels qui était donc devant le tribunal, de l'affaire au contentieux indemnitaire numéro 2. C'est donc un appel du jugement du 10-3-2011 qui avait condamné la commune à payer 1 500 €, ce qui a été fait. Et donc, ils ont fait appel parce qu'ils jugent que ce n'est pas suffisant. Voilà. C'est un second contentieux indemnitaire. D'accord. Voilà. Sur les autres affaires, on en est où là? Vous avez une date, vous savez quand est-ce que... Oui, oui, c'est encore le... Là, par contre, là, c'est le premier contentieux indemnitaire. Et vous savez où ça en est? Non, pour l'instant, non, ça va passer en jugement, mais pas encore. Ça n'est pas Vous encore n'avez pas passé. une idée de la date? Vous avez au cours de l'année 2015, normalement, un rapport administratif d'appel. Voilà. D'ici la fin de l'année? Mm. Ça marche. Merci. Il y avait le point numéro 78 et 79. On s'étonnait de voir deux contrats avec deux sociétés différentes pour de la fourniture de Alors, ça, gaz. c'est suite à l'ouverture du marché, hein, comme vous savez que le marché a été ouvert. Oui. La consultation a été faite par l'économe de flux qui, lui, a choisi le mieux disant et ça n'a pas été la même entreprise dans les deux cas. Avec une proposition aussi de regrouper les contrats et qui n'était pas intéressante, entre guillemets, c'est ça? C'est-à-dire le fait de parcelliser les contrats, ça revenait à des choses plus intéressantes? Bon, là, d'après l'économe de flux, il y aurait une économie de 2 000 €. D'après l'économe de flux. Hein. Par an. Ouais. Non, mais c'est étonnant, ce genre de choses, parce que, Oui, mais bon. que les boîtes soient intéressées par des plus petits contrats. Ok. Même consommation. Oui, voilà. Ce n'est pas le même consommation. Si je fais paiement 72-27 par 12 et 64-24 par 12, on arrive à une économie de 2 000 € par an. Non. Par rapport au contrat précédent, ça a été renégocié. Nous sommes dans un nouveau contrat qui vient d'être renégocié. Et par rapport à l'ancien contrat, il y a une économie. Je n'ai pas compris, c'est par rapport à la consommation. Le point numéro 82, vous pourriez nous dire en quoi ça consiste cette mission d'audit et de conseil? Alors, c'est sur la taxe publicitaire. Là, voilà, vous savez que la loi d'ailleurs sur la publicité a été modifiée. Et effectivement, sur FUVO, je pense que la police municipale a beaucoup travaillé, en particulier tout le long du service avec la barque, mais reste encore pas mal d'enseignes et de panneaux publicitaires qui ne sont pas légaux et qui soit sont illégaux, soit, et c'est la majorité des cas, sont légaux, mais ils doivent payer une taxe qu'ils ne payent pas actuellement et ce bureau va effectivement faire ce travail pour que nous récupérions, quand c'est légal, cette taxe. Et on n'est pas capable de le faire, c'est ça que je n'ai pas compris. On n'a pas les moyens au niveau Voilà. de la police municipale, c'est assez compliqué, il faut Ouais. aller voir entreprise par entreprise, enseigne par enseigne, puisque c'est au mètre carré, au mètre linéaire, etc. Donc en fait là c'est une boîte qui le fait pour la commune, qui va envoyer du personnel sur site, qui visite toutes les entreprises, qui relève tout, qui met tout, qui nous donne un petit logiciel avec des courriers tout faits, de relance, de voir s'ils sont à jour, pas à jour, etc. C'est tout le travail C'est une question de moyens, entre guillemets, de moyens humains à déployer sur cette mission-là. parce que ça n'a pas l'air d'une question de compétence, entre guillemets. Là. Mais compétence, ça n'a pas l'air très compliqué. En fait, quand vous regardez la loi, c'est pas si simple que ça. Voilà. Non, mais c'est long, c'est Après, des moyens. Voilà, tout à fait. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est un problème de moyens humains à dégager pour faire ce travail-là. Voilà. On n'arrive pas à faire jusqu'à aujourd'hui. Et là, l'entreprise qui était d'ailleurs pour Mireuil en même temps, ils viennent sur Montpellier, je crois, Mireuil Fuveau. Ils le font pour nous, ils nous donnent un logiciel qui nous fait les courriers, qui fait les courriers de relance, qui nous calcule toutes les taxes. Bon, et après, on l'aura pour les années prochaines. Voilà. Non, ce qui est intéressant de voir, c'est par rapport à la rémunération de cette société, de voir si l'investissement qu'on aurait pu mettre nous, il est à la hauteur de ce que va mettre la société. Ça faisait quand même 2-3 ans qu'on essayait de le faire et qu'on n'y arrivait pas. Donc Oui. là, voilà. Bon, c'est vrai qu'ils ont déjà travaillé sur certains secteurs, mais ça demande énormément d'investissement humain. Et avec, voilà. Non, mais parce qu'on n'est pas capable de mettre des moyens humains, on met des coûts. Là. On paye, vous voyez, une prestation par entre guillemets. Voilà. Ça Ça coûte sûrement moins cher. Hein. Voilà. Et les moyens de la police municipale, Madame le maire, comme elle vous l'a dit, elle a souhaité les mettre plutôt sur les enseignes qui sont en infraction. Là, par contre, on les a fait dégager
il y avait la, ne ressemble pas, mais le numéro 83 sur la réalisation d'un diagnostic sur la fiscalité directe. Là. C'est un peu la même chose, mais là, c'est quelqu'un qui... Enfin, C'est pareil. pas le même principe, hein, qui va effectivement vérifier, par exemple, je vous donne un exemple, les piscines non déclarées. Donc c'est quelqu'un qui va effectivement passer au crible, le mot est un peu, mais enfin, effectivement, passer le village au crible et voir que tous les gens qui effectivement ne sont pas en adéquation avec ce qu'ils payent en taxes, c'est pour la justice, hein, finalement, pour que ce soit l'équité, que tout le monde soit logé à la même enseigne. D'accord. Et le travail, ils le font comment? À partir de quelles données? On va prendre l'exemple de la piscine non déclarée, par exemple. Ils travaillent à partir de souvent à partir de photos aériennes et ils ont des logiciels de rangement. On réclame, alors on le dit à la CNIL, mais il y a tout un travail de partenariat avec les services fiscaux. C'est-à-dire que nous, communes, nous demandons des fichiers aux services fiscaux qui puissent exploiter derrière, une phrase, puis font, comme l'a dit Madame Bagou, toute une enquête de terrain, c'est-à-dire ils envoient des gens sur le terrain, ils font des photos aériennes, ils croisent tous les fichiers qui sont à leur disposition. Voilà. Ensuite, Madame Bacous et Madame le maire ont été très clairs. D'abord, dans un premier temps, ils vont nous faire un diagnostic à l'ensemble du conseil municipal en nous disant vous avez une marge de manœuvre là, là, là et là. Et après, au conseil municipal de dire oui, on actionne ce levier-là, ou celui-là on ne le touche pas, ou celui-là. Voilà. Là, dans un premier temps, il faut un audit général. Ce que nous avions constaté avec Madame Bacous, c'est qu'effectivement, ce qu'on appelle le potentiel fiscal à Fugro est bas par rapport à des communes de même strate que nous. Venelle, Aiguille, etc. Et ça, si vous voulez, ça signifie tout simplement que nos bases sont basses. Parce que le potentiel fiscal, c'est les taux nationaux qui multiplient les bases locales. Donc quand on est plus bas que les autres, ça veut dire que nos bases, notamment les bases de foncier bâti à Fugro, sont basses. Et quand les bases sont basses, ça veut dire qu'il y a de l'impôt qui nous échappe. Voilà. Ou des constructions non déclarées, ou des gens qui sont taxés mais pas dans la même catégorie. Enfin voilà. Donc c'est tout ce travail-là qu'ils vont faire et qu'ils vont présenter aux élus en disant voilà ce que vous pouvez faire. Et après, à vous de voir si vous actionnez ou pas ces leviers-là. Ce sera aussi validé par la commission des impôts. Ah oui, voilà. Après, il y aura une validation par la commission des Par impôts. la commission des impôts et puis au final par les services fiscaux. Voilà. De toute façon, c'est eux après qui ont le pouvoir de collecter l'impôt. De façon à avoir une équité sur l'impôt. Hein. C'est pas normal que l'autre paye 10 euros alors qu'il y en a qui ne payent rien. Quoi. On n'a aucun souci avec ça. Rassurez-vous, on n'a aucun souci avec Une ça. question, est-ce que les funéraires doivent s'attendre à avoir des visites d'agents Non. Non. Oui, il peut y avoir des visites de personnel assermentés pour vérifier quelque chose qui est... Et donc ils sont assermentés comment? Après, Rentrés. honnêtement, ils nous ont dit les impôts, si vous voulez aujourd'hui, on a quelqu'un du cadastre qui est sur la commune de Fugro, qui participe d'ailleurs systématiquement aux commissions des impôts. Donc en fait, quand ils auront un doute, qu'ils devront vérifier quelque chose, c'est cet agent du cadastre qui viendra et qui, lui, a droit d'assermentation de pénétrer dans les propriétés privées. Hein, pas les gens les financeurs, eux non. Et les fuvelins sont prévenus de la visite ou c'est des visites impromptues? Comment ça se passe? Alors, voilà. Là, honnêtement, on vient de l'émissionner et là, ils sont en train de nous demander tous les fichiers dont ils ont besoin pour commencer à travailler. Hein, et après, il nous a dit, de toute façon, il y a d'abord un travail de bureau avant, après, d'engager un travail sur le terrain. Et après, on communiquera. Hein. S'il faut communiquer, on communiquera. C'est sûr qu'on ne va pas laisser comme ça dans le vide. On n'a pas à communiquer puisque... On voit dans le... On dit là, on a été chercher justement la convention là, pour essayer de comprendre un peu ce qu'il y avait derrière. Il parle également de détermination des principaux axes d'échange d'informations avec la Direction Générale des Finances Publiques, etc. La prise en compte des changements de caractéristiques d'environnement, c'est ce dont vous parlez là? Axe à fort potentiel de correction des éléments physiques constituant les bases. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire, pour essayer de vous faire très simple, aujourd'hui, une maison, elle est classée entre la catégorie 1 et la catégorie 8. 8, c'est le taudis, pays inhabitable, etc., etc. Une maison neuve à Fugro aujourd'hui, c'est catégorie 5. Voilà, 5. Une maison, on va dire 130 mètres carrés à Fugro aujourd'hui, c'est en catégorie 7. En fait, à Fugro, on s'est rendu compte qu'on a énormément de catégories 7 et 8, donc des maisons qui sont classées ou taudis, ou inhabitables, ou zéro confort, zéro. Or, bon, c'est vrai que quand on il y en a un peu, il y en a un peu, mais il n'y en a pas autant que ça. Voilà. Donc on se dit, il n'y a pas que ça. Voilà, on se dit, bon, ces fichiers-là, ils les ont aussi, hein, parce que les services fiscaux sont capables de sortir des tests de 7 et catégorie 8, etc., de regarder si véritablement ça peut être un garage qui effectivement est inhabitable et restera toujours inhabité,
Et ça peut être aussi autre chose. Et ce qui La serait pas... la particularité de Fulot, c'est que c'était un village où les gens venaient, ils avaient le cabanon. Ils venaient en vacances, ils étaient à Versailles, et ces logements sont restés en cabanon. Voilà, et c'est ce qui... Il n'y a pas que ça, un centre-ville aussi. En centre-ville aussi, mais... En gros, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y a un décalage entre ce que les gens devraient payer, entre guillemets, et ce qui Certaines devraient payer. Voilà. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de mettre aussi les citoyens, entre guillemets, face à leurs responsabilités? Il y en a qui peuvent le faire sciemment, il y en a d'autres inconsciemment, entre guillemets, sans le savoir. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de communiquer là-dessus en disant il va y avoir cette étude, ça va probablement donner des choses, on vous donne des éléments d'appréciation pour voir si vous êtes bien situé ou pas, vous pouvez vous-même faire le geste, entre guillemets, de venir dire ben non, manifestement je suis pas... Et si vous ne le faites pas et qu'on constate qu'il y a un certain nombre d'écarts, nous on le fera et on le fera peut-être autrement, quoi. C'est une manière, si je prends le parallèle avec l'invasion fiscale, qu'est-ce qui s'est passé en France, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On dit aux gens, soit vous le faites de vous-même, et puis on fera en sorte d'être souple, on va dire, soit on le fait pas, et à ce moment-là, et ça fait partie de la justice fiscale dont vous parlez, hein, et de la citoyenneté au sens, on met les gens face à leurs responsabilités. On les engage pas, on les oblige pas, etc. On leur dit clairement la cible n'est pas bien la même. La cible n'est Voilà. pas la même, Et puis, on voilà. Je pense qu'il faut de la justice, ils vont payer ce qu'ils doivent, mais on ne peut pas dire ceux-là ils paieront moins ou ceux-là paieront plus parce qu'ils se sont dénoncés. Ça c'est fiscalement, je pense que c'est absolument impossible. Voilà. Non. Par contre, je pense que c'est important de communiquer sur le fait de dire voilà, il va y avoir une situation Après, genre. vous connaissez la mentalité des gens, c'est que si on communique comme ça, chacun va dire ah oui, moi je suis en 5, je devrais être en 6, et alors moi je suis en 6, et on va avoir un défilé, ça va être l'enfer. On n'a pas le Mais ça sera le cas plus tard si vous le mettez en œuvre. Je pense que vous dites qu'il faut le faire. On va attendre l'audit et puis après on verra. Ce que vous dites, ça arrivera quand vous irez voir les gens et que vous lui dites on a considéré que vous étiez là. Et ça, ils ont, si vous voulez, ça s'est déjà fait, lorsque on vous dit ben, vous étiez en catégorie 6, vous allez passer en catégorie 5, c'est à vous de vous défendre. Vous avez le droit de dire non, mais attendez, moi, ma maison, elle est insalubre, elle reste en catégorie 6. Si on vous dit vous avez une maison en catégorie 6, on vous met en 4 parce que vous avez 3 salles de bain, c'est un exemple, hein. Vous pouvez dire non, c'est faux, j'ai pas, voilà. Ça s'est fait, ça se fera encore. voilà, vous voyez, les gens ils peuvent se défendre par rapport à ça. bien sûr. C'est pas gênant, à partir du moment où ils peuvent agir. Et même là, ils pourront le faire. Bien, nous donnerons les résultats lorsqu'ils seront... Alors, le rapport, justement, on pourra avoir une copie de ce rapport. Ah ben, ils n'ont pas encore commencé là, hein, oui, mais quand ça va intervenir, bien sûr. C'était sous 3 mois, c'était sous 3 mois, je ne sais pas quand est-ce Il y a eu le mois d'août, hein. Non, voilà, honnêtement, ils n'ont pas encore tous les éléments pour démarrer. Hein. Ils ont demandé là encore la semaine dernière des fichiers, ils vont démarrer là. Est-ce que vous l'attendez en préalable du budget 2016? Non, de toute façon, on n'aura pas de résultat. Le décalage avec, Non, on n'aura pas de résultat avant 2017. Donc ça, ils ont été très clairs, on n'aura pas les résultats en 2016. Enfin, on aura les résultats, ils vont vous les annoncer. Les retombées, De toute façon, vous savez que les impôts, vous avez, il y a comme un an de décalage. Avant le rôle 2017, on n'aura pas les retours Ma question, c'était pas... dans les comptes de la commune, quoi. Ma question, c'était pas est-ce que ça va avoir un impact sur les impôts là. Non, ça n'aura pas. C'était le fait, est-ce que dans le prévisionnel budgétaire que vous allez faire pour 2016, vous allez tenir compte du résultat de ce rapport pour envisager des bases nouvelles, des choses comme ça, c'était ça. Plutôt pour 2010. Y a-t-il d'autres questions? Sur la numéro 96, là, les panneaux lumineux qui vont être installés, Ah oui. c'est un coût non négligeable, on va dire, près de 60 000 € pour des panneaux. Est-ce qu'on peut savoir le genre d'information qui va être diffusée, comment ça va être diffusé, qui en a la maîtrise entre guillemets, Il y a d'abord ces 5 panneaux, donc ce qui n'est pas négligeable sur l'ensemble de la commune de Fuveau, donc c'est important. Ensuite, ces panneaux sont effectivement facturés là, non seulement en investissement, parce qu'il y a un coût d'installation, il y a la fabrication de l'ensemble de ces panneaux, mais il y a tous les logiciels qui vont avec, il y a la formation bien évidemment du personnel. Alors, ces panneaux seront des panneaux informatifs, on est d'accord. Bien évidemment, un règlement est en cours d'élaboration pour que les associations en particulier puissent elles, faire passer des messages, mais en fonction du règlement qui vous sera proposé.
Et ces panneaux également ont un avantage, c'est qu'ils permettent également de sélectionner des informations différentes selon les secteurs sur lesquels ils sont. Je m'explique. Si par exemple vous avez un incident de circulation sur un secteur particulier dans la commune de Fuveau, le panneau qui se trouve dans ces environs-là signalera cet incident. Pas forcément sur les autres, il n'y a pas de répercussion sur l'ensemble de la commune. Donc on va pouvoir aussi sélectionner quelques informations en fonction de la nature effectivement des difficultés. Alors qui a la main? C'est très simple, le maire bien évidemment, le directeur général des services bien évidemment, l'élu effectivement à la communication, la personne qui s'occupe de la communication actuellement, et la police municipale. La police municipale aura même la main en dehors du logiciel effectivement et du poste informatique qui se trouve actuellement à la commune et pourra, par exemple, M. Belkacem pourra, de chez lui, s'il y a un incident majeur lourd, programmer sur les panneaux d'information ce type d'incident. Et puis j'avais une dernière question sur les numéros 105 et 106, hein, projet de requalification du cours aidé. On n'en sait pas guère plus sur ce projet. On voit qu'il y a des contrats en termes de maîtrise d'ouvrage qui commencent à passer. On voit qu'il y a des informations dans le journal municipal qui nous disent que le bar du cours, enfin la maison qui abritant le bar du cours va être démolie. Il va nous rester un seul bar sur Fuveau. Je ne sais pas si c'est le meilleur moyen de redynamiser le petit commerce sur Fuveau. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques informations sur ce projet-là et ce qui est prévu en particulier en termes de redynamisation du commerce, du petit commerce? Donc aujourd'hui, à travers cette délibération, on désigne un bureau d'études avec un maître d'œuvre qui est Madame Rébillard pour le paysage. Donc ils travaillent sur le projet, ils vont nous soumettre plusieurs versions. Ces versions feront l'objet d'un choix et ce choix bien sûr sera proposé à une réunion publique qui aura lieu le 15 octobre ici même. Et donc à la suite de ça, on a plusieurs travaux. Il y a le contact avec les commerçants parce qu'il y a quand même un souci d'accessibilité au domaine public. Et puis aussi, il y a les gens qui habitent, dont il faut prendre en considération leur pas de porte et surtout de ne pas les gêner, de les gêner le moins possible pendant la réalisation des travaux. Donc il y aura un côté projet, il y aura un côté projet. Et puis il y aura un côté aussi d'écoute très proche de tous ces acteurs de la vie fuvelène qu'on pense très important. Quant au bar du course, et puis bien sûr à partir du 15 octobre, il y aura une concertation qui sera mise en place, comme on le fait pour tous les gros chantiers. On l'avait fait pour la place Vermenc à l'époque. Et le registre sera à disposition du public pendant un mois. Pardon. On le dit en toute transparence. Bien sûr, ça a toujours été en toute transparence. Voilà, je peux dire qu'il n'y a pas encore de plan, on ne peut pas vous montrer. Il n'y a pas de plan finalisé. Quand vous dites des projets avec des choix, ça veut dire que par exemple, la bâtisse là, elle pourrait ne pas être rasée? Ça pourrait être un des choix? Non, je n'ai pas parlé encore du bar de course, vous ne m'avez pas laissé terminer en toute transparence. Dans le bar du course, effectivement, il sera abattu. Parce ça, que il n'y a pas de choix. C'est pas le choix. Non, mais le bar du course aujourd'hui, vas-y Marianne, je t'écoute. Non, mais voilà. Donc le bar du course, effectivement, vu sa disposition et vu dans l'état où il est aujourd'hui, il est clair qu'à le recycler à autre destination poserait de graves problèmes au niveau des travaux. C'est-à-dire que ça coûterait excessivement cher et on n'arriverait pas à faire quelque chose de très fonctionnel. Donc on préfère le raser, si on peut parler comme ça. Et c'est vrai que... Voilà, on préfère le raser et c'est vrai que ça pourra servir aussi d'espace tampon pendant la réalisation des gros travaux, là, notamment le jeu de boules et pour les dés.
pense que ça sera quand même un espace qui sera intéressant à utiliser. Quant au bar du course, ben, moi je suis allé visiter le bar du course au moment de la remise des clés. Heureusement que j'avais le mouchoir dans la bouche. Hein. Parce que c'est vraiment, vraiment dégueulasse. L'intérieur était pourri, de la poubelle de partout. Je me demande comment ils pouvaient faire pour servir à boire. Et ne serait-ce que pour les fumeurs, tous les mégots, juste une petite anecdote, hein, mais tous les mégots depuis bien longtemps étaient jetés dans l'escalier qui descendait à la cave. La question n'était pas de maintenir le bar du course, elle est de proposer aux Fuvelins des différents bars. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'un. Il y avait le bar de France, il y avait le bar du cours, il y avait le bar des Joyaux. Aujourd'hui, on n'en a plus qu'un. Je ne sais pas si vous avez vu, tous les Fuvelins s'accordent à dire que c'est pas très dynamique cette place sur Fuveau. Il y a quand même ça, c'est une vraie problématique. Vous espérez que je ne vous apprends pas grand-chose quand je vous dis cela. Donc la question, elle était de dire cette bâtisse-là, elle pouvait permettre d'accueillir des commerces et que ce soit des bars ou des choses comme ça qui permettent de redynamiser cette place. Donc est-ce que vous avez dans le projet une idée de proposer des aménagements, ou je ne sais pas où, en rasant cette bâtisse, pour proposer effectivement que ce soit des commerces ou des bars, pour que ça puisse redynamiser le village? On aurait bien aimé avoir votre idée aussi. Mais c'est vrai que ça fera partie de notre réflexion. Ben, notre idée, ça aurait été de maintenir cette bâtisse. La salubrité, ce n'est pas la question. Je pense qu'elle appartient à la commune depuis un certain temps. Donc la commune aurait pu faire ce qu'il faut. Elle en est le propriétaire. Donc c'est à charge du propriétaire de faire en sorte que la bâtisse ne se dégrade pas. Elle aurait pu très bien faire en sorte de sauver une bâtisse qui est au cœur. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup des communes sur lesquelles le foncier bâti appartient à la commune sur la place comme ça. Vous savez très bien les difficultés qu'on a avec la famille Barbarou pour accéder à des logements sur cette place et sur ce cours. Il n'y en a pas beaucoup des logements qui appartiennent à la municipalité sur ce cours. Ça aurait été bien de faire tout ce qu'il était en possible pour la municipalité, pour le conserver, en faisant des commerces et des logements sociaux au-dessus. Je pense que c'était idéal. Voilà, un projet alternatif, il en existait un. Concernant les logements sociaux, je ne sais pas si vous avez entendu ce que j'ai dit samedi à l'inauguration du parking Rimbaud, de faire des logements sociaux sur la place Vermeil dans un milieu autant contraint, je pense que c'était une douce folie. Bon, maintenant, on n'a peut-être pas la même appréciation des choses. Il faut quand même de l'espace quand on fait ce type d'opération. Donc, attention à ce que vous dites, parce que tout ce que vous venez de décliner, dans un bâtiment comme le bar du cours, ce n'est pas faisable. Je m'excuse. Donc, ça fera partie quand même de la réflexion, bien sûr. Mais je pense qu'effectivement, on aura du mal à s'entendre sur le terme de concertation, parce que là, vous évoquez la concertation en termes de présentation d'un projet. Si on regarde le bulletin municipal, effectivement, le projet il semble déjà bien avancé, puisqu'on évoque effectivement la démolition d'un bâtiment, la création d'un parking, un en souterrain, un en aérien, des toilettes publiques et un espace public sous forme de place d'espace vert. Donc effectivement, si la concertation se limite au choix de la couleur de l'enrobé, ce sera effectivement limité. Je pense qu'une véritable concertation, c'est d'associer les Fuvelins, les commerçants, les habitants du village, etc., les personnes qui vont chez les commerçants, c'est les associer plus en amont à la réflexion en se disant voilà, on a une page blanche, on a un espace à requalifier ici, on a un bâtiment que l'on doit démolir, qu'est-ce que l'on fait? Est-ce que l'on fait un parking? Est-ce que l'on fait un bâtiment pour accueillir des commerces? C'est ça la concertation. Donc là, vous faites la concertation effectivement à partir du moment où vous présentez le projet. Et donc, bon, c'est effectivement une conception différente du terme concertation, mais je pense que, à mon avis, ce n'est pas la bonne, cette vous employez. C'est pas celle qui vous convient. D'accord. Dans tous les cas, changez le terme. C'est pas la concertation. J'en reviens simplement en 2 minutes là au bâtiment. Ce bâtiment, enfin, bon, il y a très très longtemps qu'il est déclaré comme dangereux et il y avait interdiction d'utiliser les locaux parce qu'il y avait un risque effectivement d'effondrement. Donc c'était déjà très très limite, il y a un bar là, franchement. Donc on aurait dû prendre un avis de démolution bien avant. Seulement il y avait un bail et voilà, il a fallu le dénoncer, payer, etc. Donc à mon avis, refaire, il fallait tout refaire, quoi, de A à Z. Donc Dans ce
ce cas-là, pourquoi pas une bâtisse nouvelle plutôt qu'un parking, avec des commerces en rez-de-chaussée et des logements. Non, mais à cet endroit-là, on ne vous a pas dit qu'il y aurait un parking. Hein. C'est pas ça du tout. Hein. Daniel a simplement dit que pendant les travaux, ce serait un espace où, par exemple, on pourrait mettre des engins ou des choses comme ça, mais il n'a pas dit du tout qu'il y aurait un parking à cet endroit-là. Hein. Donc il y aura quoi? Mais on ne sait pas encore, on n'a pas encore... c'est pour ça, c'est ça, la concertation, on décidera. Nous sommes tout à fait d'accord. Alors nous Mais défendrons... le parking, il est, ça a été clair, il est prévu à la place du parking actuel. On va simplement l'améliorer, le rehausser pour augmenter le nombre de places. Donc il n'y a pas de modification là-dessus. C'est le parking. Voilà, parce que les gens demandent des places de parking, etc. Donc le parking, il sera à l'endroit où il y a le parking actuellement. Ce lieu-là, on ne sait pas encore ce qu'on y fera. C'est justement la concertation qui en décidera. Et le reste, le cours et le boulevard, eh bien, ce sera requalifié, mais on ne va pas ni pousser les murs, ce sera dans l'espace qui existe déjà. Mais ça va être refait, repensé, et à la concertation, on pourra décider d'y mettre, je ne sais pas moi, une fontaine, pas de fontaine, des arbres, pas des arbres. C'est là que la concertation va intervenir. Mais c'est simplement refaire le cours et le boulevard. Et l'avenue Célestin Barthélemy. Non, et le parking, nous en avons. Merci. Voilà. J'espère avoir été claire, parce qu'il n'y a rien... voilà. Alors, il y a d'autres questions? Non? Bien. Alors, là, il nous faut... Donc, il s'agit donc maintenant d'une information du conseil municipal sur les déchets et la collecte des ordures ménagères. Et ce document est édité par la communauté d'agglomération du Pays d'Aix. Et Jean-Paul nous en fait un compte-rendu. Donc je vais vous faire la présentation annuelle, donc j'espère pas trop vous assommer avec des chiffres, mais il est important quand même qu'on les possède un petit peu tous, sachant, je répète, que la compétence, bien sûr, collecte des déchets, tri des déchets, c'est une compétence communautaire, la CPA, et que parallèlement à ça, eh bien, nous rencontrons de façon mensuelle entre les services techniques, entre les services de la communauté et puis les élus. On fait un point mensuel, on va sur le terrain effectivement pour essayer d'être à l'écoute effectivement des demandes des riverains et d'améliorer un petit peu la situation actuelle et adapter en fonction de la demande des riverains la mise en place des différents bacs collecteurs. Je dirais aussi que le service déchets, c'est quand même le 3e budget de la CPA, on en parlera tout à l'heure, et ça représente environ 37% des effectifs communautaires. Donc c'est vraiment une part importante budgétairement et au niveau des moyens, au niveau de la communauté. Voilà. Donc, je vais peut-être déjà avancer un petit peu, tant que ça chauffe un petit peu, on verra les diapos une fois qu'elles vont arriver. Voilà. Donc, voilà. On est sur la première diapo, effectivement. Donc, les principales actions et résultats 2014, donc au niveau de l'année, donc en termes de poste prévention des déchets, donc là je parle au niveau de l'ensemble de la communauté. Hein. Donc il y a eu 1624 composteurs et lombricomposteurs qui ont été distribués. Et puis un certain nombre d'actions au niveau notamment des composteurs collectifs. Alors on ne parle pas de celui de Fuveau qui a été mis en place en 2015, on vous en parlera donc l'année prochaine, mais également donc, des autocollants anti-pub, stop-pub qui a été développé. Une part importante au niveau donc, de l'information et de la communication. Au niveau de la gestion de la pré-collecte, environ une centaine de nouveaux dispositifs enterrés. On fera le bilan tout à l'heure au niveau de la commune, donc enterrés sur le territoire communautaire, ce qui représente environ plus de 2000 colonnes d'apport volontaire. Par rapport à la gestion de la collecte même des déchets, alors sur l'ensemble de la communauté, 291 000 tonnes de déchets ont été gérées. Et bon, il faut voir, on verra le tableau tout à l'heure, mais on verra que sur ce montant-là, 43% des déchets ont été valorisés.
On a développé parallèlement une 70 bornes d'apport textile et avec une optimisation de la collecte, notamment du tri du verre en apport volontaire. En ce qui concerne le tri, la valorisation et le traitement des déchets, bon, je vous rappellerai qu'on a donc à l'Arbois, on a une centrale de valorisation des biogaz et qui, cette année, a produit 16 gigawattheures d'électricité purement verte, donc par la dite plateforme. En termes d'hygiène et sécurité, eh bien, on a constaté une baisse d'environ 44% du nombre des accidents et surtout une poursuite de l'équipement, vous l'avez peut-être remarqué, des banques de déchargement au niveau des déchetteries, notamment pour les points d'apport vert, où là effectivement il y a eu une amélioration au niveau de la sécurité. Je l'ai dit, donc 344 agents qui travaillent sur le département et 155 marchés publics et 18 déchetteries, si l'on compte la déchetterie de Gardanne, nouvellement apportée au niveau de la CPA. En termes donc de parcours des déchets, bon là je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous avez ici sous les yeux le schéma donc de collecte à gauche, de transport au milieu et de traitement. Et vous avez ici donc le cheminement de vos ordures ménagères, qu'elles partent du porte-à-porte ou qu'elles partent en apport volontaire. Elles sont bien sûr ensuite transportées au niveau de 5 centres de transfert et traitées soit donc directement donc en filière de valorisation, triées et ensuite donc stockées éventuellement pour les déchets ultimes non dangereux. Donc je ne vais pas rentrer. Si, je vais peut-être revenir, pardon, je ne sais pas. Effectivement, il y avait peut-être effectivement une évolution effectivement d'étonnage qui est intéressant donc à notifier. Vous voyez que donc au niveau des déchets ménagers ou assimilés, au niveau de la CPA, on a constaté 9% d'augmentation par rapport à 2013. Bon, il faut savoir qu'entre 2013 et 2014, on a eu l'apport de Gardanne et Gréasc, ce qui fausse un petit peu entre guillemets les chiffres. Et donc vous voyez quand même que cette augmentation est substantielle. Pareil pour la collecte traditionnelle, plus 8%. La collecte séparative également, et la déchetterie également, plus 11% donc au niveau des déchetteries. Donc un petit tableau pour voir donc, là aussi donc, en termes évolutifs par rapport donc, à l'ensemble de la communauté en fonction des différents apports. Donc à gauche en orange donc la collecte traditionnelle, au milieu en rouge la collecte sélective donc en porte-à-porte ou en PAV donc séparative, et puis ensuite donc à droite en vert donc la part déchetterie. Et l'on voit effectivement donc en termes de tonnage effectivement ce bond entre 2013 et 2014, puisqu'on est passé de 266 000 tonnes à 291 000 tonnes. Alors, bon, il faut voir que la population, effectivement, entre-temps, a augmenté de 7%, mais donc lié à l'apport de Gardanne et de Gréasc. Donc c'est beaucoup plus parlant de faire le ratio, effectivement, en quantité de déchets par habitant et par an, où l'on voit donc avec le même code de couleur, que ce ratio, effectivement, est passé de 722 en 2013 à 2000, donc en 2014, il est passé à 738. Donc on a une augmentation assez substantielle, quand même, au niveau de la collectivité, en termes de quantité produite par an et par habitant. Bon, vous avez la proportion par rapport à la déchetterie aussi. Donc la part déchetterie, vous voyez, donc c'est la part verte et jaune de droite, vous voyez que la part déchetterie a un petit peu explosé par rapport à la part proprement dite de collecte traditionnelle. Là, donc, pour une population de 394 000 habitants. Alors, si on fait un petit zoom, et c'est plus intéressant, effectivement, de recentrer donc, au niveau de la commune, donc au niveau de Fuveau, donc, pour l'année 2014, avec une population de référence de 9 700 personnes, donc chaque année, il y a, bien sûr, il y a une population donc, de référence qui est mise en œuvre, qui est donc évoquée, bien sûr. Et donc, on arrive pour donc l'année 2014 à une production annuelle d'ordures ménagères de 3 361 tonnes, ce qui représente un ratio annuel de 346 kg par an et par habitant. Si on le compare à la production, enfin la moyenne de la CPA, la moyenne de la CPA, on est à 354 kg par an et par habitant, donc on est relativement, enfin on est à 10 kg près, un petit peu en dessous de la moyenne de la communauté. Il faut quand même se rapprocher de ce qu'on avait fait ou de ce qu'on avait produit entre guillemets en 2013. On s'aperçoit qu'en 2013, même si on a produit moins, c'est normal, on était moins nombreux,
on a quand même un ratio qui est équivalent puisqu'on est à 346 kg par an et par habitant. Donc 2013-2014 au niveau de la commune, on a le même ratio en termes de production de kilos par an et par habitant et de déchets. En 2012, nous étions à 358, donc on était effectivement plus en 2012, donc on baisse sensiblement. Disons qu'il y a une tendance à la baisse quand même depuis quelques années, mais qui n'est pas si significative que ça. Je vous rappellerai quand même que la collecte à Fuveau est un peu particulière, puisque soit on collecte en container classique d'ordures ménagères, soit on est en collecte séparative en mode biflux, c'est-à-dire qu'on collecte donc les emballages ménagers recyclables et puis donc le reste entre guillemets, et ce qu'on appelle les JMR, c'est-à-dire les journaux de revues et magazines, et puis également bien sûr en collecte en PAV, donc en point d'apport volontaire. Un petit tableau simplement, alors bon, en ordonnée vous voyez quand même que les ordonnées effectivement ça ne part pas de zéro pour que ça soit significatif, simplement donc pour vous montrer l'évolution depuis 2009 donc, de ce fameux ratio en kilos par an et par habitant. Vous voyez la tendance effectivement qui serait, entre guillemets, je prends avec des pincettes, qui serait à la baisse, sachant que la moyenne donc, de la communauté est à 354 dans la même période pour 2014. En termes maintenant de collecte sélective, donc on a parlé de la collecte collective, on va dire, maintenant parlons de la collecte sélective. Alors là c'est peut-être un petit peu plus compliqué à détailler, sachant qu'on a effectivement de la collecte sélective soit en PAV, donc en point d'apport volontaire, soit en PAP, en porte-à-porte. Donc pour le PAV, on collecte soit le verre, soit les journaux, revues, magazines, soit les emballages ménagers recyclables. Donc vous avez les chiffres ici, 146 tonnes, puisque c'est du tonnage, pardon, pour le verre, 97 pour les journaux et 51 pour les emballages. Ce qui nous fait un cumul annuel en collecte séparative si on additionne donc ce qu'on collecte en PAP, donc en porte-à-porte, donc 432 tonnes par an, à se rapprocher des 409 récoltés en 2013. Donc on peut s'apercevoir qu'on trie mieux, on va dire comme ça, on trie un peu plus qu'en 2013, et ça c'est bon. Il faut que la tendance continue, puisqu'en termes de ratio, on est à 44,5 kg par an et par habitant cette année, alors que l'année dernière, on était à 43 kg. Donc on a trié, on va dire, 1,5 kg de mieux. Enfin, chaque fuvelin a trié 1,5 kg de mieux. C'est pas assez, c'est clair, mais bon, ça va dans le bon sens. À se rapprocher des 51,5 kg par an et par habitant triés par l'ensemble de la CPA. Un petit mot sur parce que parallèlement à ça aussi, il faut intégrer les composteurs, puisque chacun effectivement a la possibilité de faire du compost individuel. Donc là aussi, ça va baisser, bien sûr, de façon assez significative, si on a beaucoup de composteurs, la part donc au niveau de la collecte sélective. On a distribué 61 composteurs collectifs, composteurs individuels sur